Quelque chose d'étrange se cache sous les sables de Gizeh. Et les scientifiques n'ont aucune idée de ce que c'est. Des archéologues viennent de découvrir une structure cachée près de la Grande Pyramide, à l'aide d'une technologie avancée de reconnaissance souterraine. Que contient-elle? Personne ne le sait. Mais les fouilles ont déjà commencé. La Grande Pyramide de Gizeh est l'un des monuments les plus célèbres au monde. Mais elle n'est pas seule. Elle est entourée d'une ancienne nécropole, un immense cimetière royal rempli de tombes et de monuments. Ils appartiennent à des pharaons, à des nobles et à d'autres hauts dignitaires. La plupart de ces tombes se trouvent au-dessus du sol. Elles portent le nom de mastabas. Il s'agit de sépultures rectangulaires au toit plat, construites en calcaire ou en briques crues. Elles font l'objet d'études depuis des décennies. Cependant, grâce à de vieux films, nous savons qu'il ne s'agit pas de simples tombeaux. Ils abritent de profonds puits verticaux menant à des chambres funéraires souterraines, où le passé a été scellé pour l'éternité. Récemment, des archéologues ont découvert un étrange espace, vide dans le cimetière. Une parcelle de terrain totalement inexplorée. Pas de mastaba, pas de ruines visibles, rien. Pendant des années, ils l'ont ignoré. Mais entre 2021 et 2023, ils ont décidé d'enquêter. Ils n'ont toutefois pas creusé. Au lieu de cela, ils ont utilisé une technologie similaire à nos radios médicales, mais pour le sol. Ces radars ont permis aux scientifiques de voir. Et il y avait bien quelque chose sous le sable, quelque chose qui avait été délibérément enterré et oublié. Une structure souterraine en deux parties. L'une est peu profonde et en forme de L. Elle mesure environ 10 mètres de long et est enterrée à seulement 2 mètres de profondeur. Et plus bas, une anomalie plus mystérieuse encore. Une structure complètement différente de tout ce qui se trouve dans les environs. Ils l'ont qualifiée d'anomalie à haute résistance, ce qui signifie qu'elle est dense et solide, probablement faite de pierre, de sable ou même de métal, et personne ne sait ce qu'elle renferme. Il est évident que cette structure en forme de L a été construite de main d'homme. Elle n'a rien de naturel, et il se pourrait qu'elle ne soit qu'une entrée vers ce qui se cache en dessous. Cependant, nous n'avons encore que des hypothèses concernant son contenu. Elle est remplie de sable et de gravier. Elle a probablement été remblayée délibérément après sa construction, peut-être pour la préserver. Pourquoi? Nous ne le savons pas. L'équipe archéologique devra procéder à des fouilles pour comprendre exactement ce qu'était cette structure et pourquoi elle a été construite. La première hypothèse est qu'il s'agit d'une chambre funéraire perdue. De nombreuses tombes à Gizeh ont des sites funéraires souterrains, mais la plupart présentent des marqueurs clairs à la surface. Celle-ci, pour une raison quelconque, n'en a aucun. Mais il se peut, tout de même, qu'il s'agisse bien de cela. La deuxième hypothèse est qu'il s'agit d'une ancienne chapelle funéraire. Les égyptologues savent que certaines chapelles furent construites de cette manière. Mais on les construisait généralement au-dessus du sol, non pas au-dessous, comme celle-ci. Enfin, il pourrait s'agir de quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Si cette structure s'avère être d'un type nouveau, cela pourrait bouleverser nos connaissances sur les sépultures des pharaons. La seule façon d'en être certain est de continuer les fouilles. Et c'est exactement ce que font les archéologues sur ce site. Leur travail a déjà bien avancé. Ils sont pressés de découvrir la vérité. Cependant, il existe un réel danger. Les structures anciennes et fragiles de Gizeh doivent être manipulées avec précaution. Sinon, elles pourraient être endommagées de manière irréversible. Nous devons donc être patients. Ces tombes ont toujours recelé des mystères fascinants. Malheureusement, à cause des pilleurs, beaucoup de choses nous ont échappé jusqu'à présent. On construisait ces tombes dans le but de préserver les corps pour l'éternité. Mais cela n'a pas empêché les pilleurs de s'y introduire pour y dérober tout ce qui avait de la valeur. Ils s'en prennent à ces sites antiques depuis des milliers d'années, depuis l'époque des pharaons eux-mêmes. La plupart des tombes les plus célèbres, notamment celles de Gizeh, de Saqqara et de la vallée des rois, ont été pillées. C'était une pratique courante dans l'Égypte antique, et les pilleurs prenaient cette activité très au sérieux. Ils creusaient des tunnels secrets pour contourner les pièges et les murs. Ils soudoyaient ou menaçaient les ouvriers travaillant dans les tombes pour obtenir des informations. Ils ouvraient les sarcophages pour s'emparer de l'or, des bijoux et des objets anciens. Et lorsque les archéologues modernes ont découvert ces tombes, elles avaient déjà été entièrement pillées. Les pharaons au pouvoir se sont vite lassés de ces actes de vandalisme. La vallée des rois, célèbre cimetière de la royauté égyptienne, était censée être la zone la plus sécurisée. Les tombes y étaient construites profondément sous terre, cachées dans les airs. Les passages étaient scellés par d'énormes blocs de pierre. De fausses portes et des pièges étaient ajoutés pour dérouter les voleurs. Des malédictions étaient même inscrites sur les murs.
promettant un destin tragique à quiconque oserait profaner la tombe. C'est de là que viennent toutes ces histoires terrifiantes sur les momies. Vous l'aurez deviné. Rien de tout cela n'a fonctionné. La plupart des tombes de la vallée des rois furent entièrement pillées moins de 100 ans après leur construction. Même la tombe du roi Toutankhamon, l'une des plus célèbres de l'histoire, fut profanée à 2 reprises dans l'Antiquité. Certains décidèrent de riposter. Les souverains du Nouvel Empire construisirent des tombes cachées et anonymes afin d'empêcher les pilleurs de les trouver. Cela ne fonctionna pas. Certains pharaons, comme Ramsès II, furent secrètement déplacés afin qu'on ne puisse pas déranger son sommeil éternel. Cela n'a eu aucun effet. Les pilleurs de tombes ont toujours triomphé. En effet, il ne s'agissait pas de simples voleurs, mais d'individus habiles, organisés et bien informés. Ils savaient exactement où chercher. Beaucoup d'entre eux avaient participé à la construction de ces sites et savaient où se trouvaient les entrées. S'ils ne pouvaient pas enfoncer les portes, ils creusaient à travers les murs, les sols ou même les plafonds pour pénétrer à l'intérieur. Ils travaillaient rapidement, souvent dans les années qui suivaient la fermeture des tombes, avant que tout le monde oublie où se trouvaient les objets de valeur. La pyramide de Khéops, située à côté de cette structure récemment découverte, a été pillée bien avant l'époque moderne. La seule chose qui restait à l'intérieur lorsque les explorateurs sont arrivés, un coffre en granit vide là où se trouvait autrefois le sarcophage. Malheureusement, il ne s'agit pas seulement d'or. C'est l'histoire elle-même qui disparaissait à chacun de ces raids. Les Égyptiens de l'Antiquité consignaient par écrit et en détail ce qu'ils enterraient et où ils le faisaient. Ainsi, lorsque les archéologues comparent ces listes avec ce qu'ils trouvent, ils peuvent voir ce qui manque, c'est-à-dire souvent tout ce qui a de la valeur. La plupart des artefacts ne finissent pas dans les musées, mais disparaissent dans des collections privées où ils ne peuvent plus jamais être étudiés. Ce qui est bien sûr tout à fait injuste. En fait, quelques pays en ont eu assez et ont commencé à promulguer des lois afin de récupérer les pièces historiques auprès des collectionneurs privés. En Italie, si vous possédez une pièce antique romaine, vous devez prouver que vous l'avez obtenue légalement. La Chine recherche elle aussi activement les pièces volées et doit trouver des moyens de les récupérer auprès des collectionneurs occidentaux. En Égypte, de nouvelles lois ont été votées afin d'interdire aux particuliers de posséder des objets anciens. D'autres pays, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la Suisse, n'ont aucun problème avec le fait que des personnes fortunées possèdent leur histoire. Le British Museum est presque entièrement constitué d'objets pillés. Les empires européens ont envahi la moitié de la planète et ont ramené chez eux tout ce qui leur plaisait. Leurs musées leur regorgent souvent de tels vestiges. Malheureusement, ils refusent la plupart du temps de les restituer. Prenons l'exemple de la pierre de Rosette. Elle a été dérobée en Égypte par l'armée de Napoléon. Elle a ensuite été volée par les Britanniques après leur victoire sur les Français. L'Égypte réclame sa restitution depuis des années, mais toujours sans succès. Ou encore les marbres du Parthénon. Ces magnifiques sculptures grecques monumentales ont été dérobées à Athènes par un lord britannique au XIXe siècle. La Grèce réclame leur restitution depuis lors, mais le Royaume-Uni n'est pas disposé à les rendre. Et c'est sans parler des innombrables artefacts mésoaméricains dispersés dans divers musées à travers le monde. Les explorateurs européens ont pillé les temples mayas et aztèques, emportant statues, bijoux et objets sacrés. Et aujourd'hui, le Mexique se bat pour les récupérer. Il ne serait pas surprenant que même cette mystérieuse chambre souterraine ait déjà été pillée d'une manière ou d'une autre. Mais s'il s'agit vraiment d'un lieu récemment découvert, pourrait-il être l'un des rares à avoir échappé aux pilleurs? Se pourrait-il qu'il renferme encore des objets anciens, intacts depuis 4500 ans? Nous ne pouvons qu'espérer que les voleurs ne s'y soient pas déjà introduits. Que fait un bateau au beau milieu du désert? On s'attendrait plutôt à retrouver un navire près des côtes. Cette question a préoccupé les archéologues pendant des décennies. En 1988, une tempête s'est abattue près de l'un des sites archéologiques majeurs de l'Égypte ancienne. Une structure en bois est alors apparue, dégagée des sables. Elle avait été rongée par les termites, mais les scientifiques étaient résolus à percer son mystère. En l'an 2000, les fouilles ont débuté à proximité d'Abydos, et une équipe d'experts américains a rapidement découvert un bateau de 21 mètres de long. Cependant, cette découverte n'était pas isolée, puisqu'ils ont mis au jour 14 autres embarcations, soigneusement alignées les unes à côté des autres. L'état de ces navires a rendu leur extraction complète impossible, mais, heureusement, le bois était suffisamment bien préservé pour y prélever un échantillon. Les analyses ont révélé que ces bateaux dataient d'environ 5000 ans, faisant ainsi de cette flotte la plus ancienne de l'histoire humaine connue à ce jour. La période de leur construction remonte à 5 siècles, avant l'édification des pyramides de Gizeh. Chaque navire était abrité dans une chambre voûtée, parfaitement adaptée à ses dimensions.
Cette pièce mesurait environ un tiers de la taille d'un court de tennis et était entourée de murs en briques de boue, ornés de plus de 120 représentations de bateaux. Ces dessins avaient été incisés sur des murs blanchis à la chaux, remarquablement préservés au fil du temps. Les scientifiques sont au fait de l'existence de ces chambres mystérieuses depuis plus d'un siècle, période durant laquelle un archéologue britannique, Arthur Weigall, a découvert une structure intrigante à l'ouest du Nil. Son équipe a eu un aperçu des murs intérieurs, mais une partie du toit s'est malheureusement effondrée, les contraignant à interrompre leur exploration. Bien que les chercheurs aient abandonné le site, son emplacement a continué d'être inscrit sur les cartes. La position des bateaux a d'abord amené les scientifiques à penser qu'ils se trouvaient sur une rive du Nil. Cependant, cette théorie présentait une faille. Actuellement, le fleuve s'écoule à près de 11 km à l'ouest d'Abydos. Des recherches supplémentaires sur le terrain environnant ont révélé que le Nil n'avait pas changé de cours au fil de l'histoire. De plus, si les bateaux avaient flotté près d'un quai, leur position aurait été instable. Or, les 14 embarcations découvertes à Abydos étaient parfaitement alignées les unes par rapport aux autres. Une seule conclusion pouvait être tirée de cette situation. Quelqu'un les avait délibérément disposées ainsi, ce qui impliquait un effort considérable. Chaque bateau pouvait accueillir jusqu'à 30 rameurs, prouvant ainsi qu'ils étaient adaptés à la navigation. Il ne s'agissait pas de simples maquettes, mais les chercheurs doivent encore déterminer s'ils ont effectivement navigué sur des étendues d'eau de l'Égypte ancienne. Cela n'enlève rien à l'importance de cette découverte. Auparavant, les archéologues n'avaient mis au jour que des modèles réduits. Dans le tombeau de Toutankhamon, par exemple, on dénombre 35 maquettes de bateaux. Et pendant une longue période, ces figurines constituaient les seules indications sur l'apparence des navires de l'Égypte ancienne. La conception de ces bateaux atteste de leur authenticité. Ils constituent les plus anciens exemples connus de ce que l'on appelle des bateaux construits. Dans l'Antiquité, les gens réalisèrent des embarcations primitives en creusant de grands troncs d'arbres, tandis que l'alternative consistait à assembler des roseaux pour former un radeau. Mais les bateaux découverts à Abydos étaient composés de planches attachées ensemble. Cette découverte a marqué une avancée significative dans le domaine de la construction navale. À leur époque, ces bateaux devaient être impressionnants, car le bois représentait une ressource précieuse. Dans le désert, il n'y avait pas de bois, et le cèdre devait être importé du Liban. Seul le pharaon pouvait se permettre un tel luxe. L'étude de la zone entourant l'ancienne flotte a également apporté des éclaircissements supplémentaires. Les scientifiques ont découvert une structure en briques de boue dédiée au culte du pharaon, et sa date de construction approximative coïncide avec celle des bateaux en bois. Les mêmes briques utilisées pour édifier ce bâtiment ont également servi à enfermer la flotte. Lors de leur construction, les salles qui les abritaient étaient dotées d'un plafond, une section que les archéologues ont mise au jour au début du XXe siècle. Tout comme les momies dans leurs sarcophages, ces magnifiques navires reposaient à l'intérieur de voûtes splendides. L'extérieur de ces salles était tout aussi impressionnant. À l'origine, les murs extérieurs étaient revêtus d'un enduit en calcaire blanc qui avait la capacité de réfléchir la lumière. Sous les rayons du soleil désertique, la structure abritant les bateaux devait resplendir à des kilomètres à la ronde. Les bâtisseurs égyptiens anciens ont employé la même méthode pour recouvrir les pyramides 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, leur surface apparaît en dents de scie, mais cela n'a pas toujours été le cas. Lors de leur construction, les pyramides présentaient une fine couche supérieure de calcaire blanc, dont la surface lisse scintillait sous la lumière du soleil. Plutôt que d'avoir des marches, la couche extérieure des pyramides se présentait davantage comme une pente élégante. Les archéologues sont aussi se posaient une ultime question. À quel pharaon appartenait cette flotte? La réponse se trouvait à moins de 2 km du site, à l'emplacement du tombeau d'un pharaon de la 5e dynastie, le roi Sésostris III. La période et le style de construction de ce dernier coïncidaient avec ceux des chambres contenant les bateaux. La fin de son règne pourrait expliquer comment ces embarcations ont fini en plein désert. Il est probable que le pharaon soit mort dans le nord de l'Égypte, puis que son corps ait été transporté le long du Nil jusqu'à Abydos, dans une majestueuse procession de bateaux décorés. Les vaisseaux furent ensuite descendus dans des chambres situées près du lieu de dernier repos de leurs propriétaires, ce qui revêtait une signification symbolique. Dans la croyance des anciens Égyptiens, les navires occupaient une place centrale. Leur divinité suprême, le dieu Ré, parcourait le ciel durant la journée sous la forme du soleil, tandis que la nuit, il naviguait à travers le monde souterrain dans une barque solaire. Le pharaon s'identifiait à Ré, ce qui expliquait son besoin d'embarcation dans l'au-delà. Elle représentait le seul moyen de se régénérer, tout comme le soleil se lève chaque jour à l'horizon. Cette croyance perdura pendant des millénaires. Un pharaon emblématique, Khéops, possédait également un navire,
découvert par des scientifiques en 1954 à proximité de sa pyramide à Gizeh. Ce dernier est environ 4 siècles plus récent que la flotte d'Abydos, mais le bateau de Khéops était presque 2 fois plus long. La grande pyramide de Gizeh et le tombeau de Toutankhamon figurent parmi les découvertes archéologiques les plus célèbres d'Égypte. Pourtant, de nombreux secrets demeurent enfouis sous les sables infinis du Sahara. Récemment, en 2020, des archéologues ont mis au jour une ville perdue, qualifiée de plus importante découverte depuis celle du tombeau de Toutankhamon en 1922. La ville d'Aton, âgée d'environ 3000 ans, suscite l'espoir des historiens d'obtenir un aperçu de la vie quotidienne des anciens Égyptiens. L'archéologue et égyptologue renommé Zahi Hawass a décrit ce site comme une cité d'or oubliée. Aton se situe à environ 500 km au sud du Caire, la capitale égyptienne, et se trouve à proximité de la célèbre vallée des rois. Les archéologues ont d'abord découvert des sections de murs en briques de boue qui s'étendaient dans toutes les directions. Puis, ils ont mis au jour des pièces complètes contenant des outils du quotidien. L'équipe de fouilles a également révélé une boulangerie, un quartier résidentiel et un district administratif, tous datant de l'époque où la civilisation égyptienne était à son apogée. Ils ont également été les pionniers dans la fabrication d'objets en fer. En 1911, des scientifiques ont découvert un ensemble de perles en fer près du village d'El Gerzeh en Basse-Égypte. Ces perles représentent les plus anciens artefacts en fer connus à ce jour. Cette découverte est proprement fascinante, car les anciens les ont créés en martelant un morceau de météorite. Ces 9 perles faisaient autrefois partie d'un collier élaboré. Aujourd'hui, elles sont corrodées et noircies, ce qui est parfaitement normal pour un bijou datant de plus de 5000 ans. Composées d'un alliage de fer et de nickel, ces perles témoignent du savoir-faire exceptionnel des anciens bijoutiers. Leur habileté est d'autant plus remarquable qu'ils ignoraient l'origine stellaire du matériau utilisé. La pyramide de Khéops présente également une caractéristique remarquable. Un groupe de recherche international a analysé la réponse électromagnétique de la structure aux ondes radio et a découvert que la pyramide était capable de concentrer l'énergie électromagnétique en son sein. Ce phénomène se produit tant à l'intérieur de ses chambres qu'en dessous de sa base. Elle abrite également une chambre souterraine inachevée. Il semble que cette réponse électromagnétique soit liée aux propriétés du calcaire, le principal matériau utilisé dans la construction de la Grande Pyramide. Les résultats de cette recherche pourraient avoir des applications pratiques, notamment en vue d'améliorer le fonctionnement des cellules solaires et des nanocapteurs. Il s'avère que la Grande Pyramide de Gizeh pourrait être bien plus vieille qu'on ne le pense, genre plus de 20 000 ans, hein. C'est plus vieux que l'agriculture ou l'écriture. Mais alors qui a bâti des monuments aussi stupéfiants? Était-il seulement humain? Le chercheur italien Alberto Donini a basé son idée sur ce qu'on appelle la méthode de l'érosion relative. En bref, on regarde comment la pierre s'use avec le temps et on se dit « ouais, ce genre de dégâts prendrait bien plus que quelques millénaires ». Mais avant d'approfondir, voici un petit rappel sur les pyramides elles-mêmes. Les pyramides de Gizeh comptent parmi les plus anciennes structures géantes en pierre jamais construites par l'homme. 2 d'entre elles restent les plus hautes pyramides jamais bâties dans le monde antique. Et la grande pyramide de Khéops est la plus haute des 3. Il y a une autre raison pour laquelle cette grande pyramide est spéciale. C'est la seule des 7 merveilles originelles du monde antique qui soit encore debout aujourd'hui. Or, ces pyramides n'ont pas été construites d'un coup ou en un instant, hein. Beaucoup de gens y ont travaillé sur plusieurs générations et on peut voir leur progression au fil du temps. Les premières pyramides ont des erreurs, des angles bizarres et des problèmes de structure. Quant aux plus récentes, elles deviennent plus nettes et plus efficaces. On dirait que les bâtisseurs comprenaient les choses petit à petit. Chaque génération a résolu de nouveaux problèmes d'ingénierie et s'est améliorée. C'est comme les mises à jour d'un smartphone. Chaque nouvelle version est plus fluide et plus avancée. Cela nous amène aux grandes questions. Quel âge ont les pyramides? Et qui les a construites? Oh, et comment diable les gens ont-ils déplacé et empilé des pierres pesant autant que des camions sans machine moderne? Eh bien, jusqu'ici, nous avons des preuves assez solides sur la chronologie générale et les ouvriers impliqués. Mais les méthodes de construction exactes font encore débat, d'où le succès d'idées comme celle de la pyramide vieille de 20 000 ans. La plupart des historiens s'en tiennent à la datation traditionnelle, environ 4500 ans. Maintenant, revenons à la méthode de l'érosion relative. Le vent, la pluie, le chaud, le froid, tout cela ronge lentement la roche. Et plus une pierre reste dehors, plus elle s'abîme, comme un vieux trottoir qui a l'air bien plus rugueux qu'un tout neuf.
Et la Grande Pyramide n'a pas toujours été rugueuse et brute. Elle était autrefois recouverte de calcaire blanc et lisse. Mais après un gros séisme en 1303, les Égyptiens ont retiré les pierres extérieures pour reconstruire le Caire. C'est pourquoi certaines parties de la pyramide ne sont exposées aux intempéries que depuis environ 675 ans. À la base de la pyramide, il y a un dallage en calcaire. Une partie était cachée sous ces pierres de parement pendant des millénaires et n'a été exposée qu'après leur retrait. Juste à côté, il y a un dallage fait de la même pierre, mais qui est exposé depuis le jour où la pyramide a été bâtie. Ces durées d'exposition différentes transforment la pyramide en un véritable chronomètre naturel. En gros, Donini a examiné deux parties d'une même pierre, en posant une question simple. Si autant de dégâts ont eu lieu en 675 ans, combien de temps faudrait-il pour en causer autant? Pour obtenir la réponse, il n'a pas examiné qu'un seul endroit. Il a vérifié 12 endroits différents autour de la pyramide, car la pierre ne s'use pas uniformément partout. Certaines zones reçoivent plus de vent, d'autres sont plus exposées au soleil, et d'autres peuvent avoir de minuscules fissures qui accélèrent les choses. À cause de cela, les chiffres qu'il a obtenus étaient très différents. Certains points faisaient paraître la pyramide assez jeune, d'autres points la faisaient paraître incroyablement vieille. Alors, au lieu de choisir un seul chiffre, il en a fait la moyenne. Et en faisant cela, la moyenne est ressortie à environ 25 000 ans. Si cette estimation est un tant soit peu proche, cela signifierait que la pyramide a été bâtie bien plus tôt qu'on ne le pense, vers 23 000 avant notre ère. Maintenant, Donini ne prétend pas que ce soit une date exacte. Selon son analyse, il y a de fortes chances que la pyramide soit bien plus vieille que ce que l'on croit traditionnellement, mais ce n'est pas une garantie. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux experts soient en désaccord total avec cette théorie, ce qui la rend controversée. C'est là une excellente chose à propos de la science. Elle est basée sur des faits, pas sur ce qui est populaire à l'époque. Mais jetons un coup d'œil à l'intérieur de ces mystérieuses pyramides antiques. La Grande Pyramide est la plus ancienne des 3 célèbres pyramides de Gizeh et c'est aussi la plus grande. Elle a été construite comme tombeau pour le pharaon Khéops, qui a régné pendant la 4e dynastie égyptienne. Si vous avez déjà entendu le nom de Khéops, c'est juste la version grecque du nom de Khufu. En gros, c'est le même gars comme Robert contre Bob. Juste à côté de la Grande Pyramide, il y a 2 autres grandes pyramides. Ce n'étaient pas des projets faits au hasard. Elles ont été construites pour la famille de Khéops. Toutes 3 ont été construites pendant l'Ancien Empire égyptien, réparties sur 3 générations de souverains. On ne peut vraiment pas fixer de date exacte, car nous n'avons pas assez de preuves. Les historiens doivent reconstituer toute l'histoire à l'aide d'archives anciennes, d'inscriptions et de datations au carbone 14, comme assembler une chronologie à partir de notes à moitié brûlées et de reçus délavés. Un grand mystère est de savoir si chaque pharaon a vécu assez longtemps pour voir sa pyramide terminée. Ces projets étaient massifs et prenaient des années, voire des décennies. Il est fort possible que certaines pyramides aient été achevées par le souverain suivant après le décès du pharaon d'origine. La Grande Pyramide elle-même a probablement été construite environ 100 ans après une précédente, qui était une pyramide à degrés. C'était une sorte de prototype qui a aidé les bâtisseurs égyptiens à comprendre comment passer de marches empilées à des géants aux parois lisses. Mais comment ont-ils réellement réussi cela? Parce qu'empiler des millions de rochers géants en une pyramide parfaitement formée n'est pas quelque chose que l'on fait quand on s'ennuie. Première chose à considérer, personne ne l'avait vraiment fait auparavant. La pyramide plus ancienne ressemblait davantage à un escalier de pierre géant. C'est génial, mais c'est vraiment très différent. Les pyramides de Gizeh, c'était d'un tout autre niveau. C'est comme passer de la construction d'un simple abri de jardin à celle d'un gratte-ciel et réussir d'une manière ou d'une autre sans tout gâcher. D'une part, l'Égypte ancienne s'en sortait plutôt bien à cette époque-là. Chaque année, le Nil débordait et quand l'eau se retirait enfin, elle laissait derrière elle un sol qui était devenu super fertile. En résumé, ils avaient assez de nourriture pour nourrir une main-d'œuvre massive. Ce surplus alimentaire a financé les pyramides. Les dirigeants ont organisé l'agriculture efficacement et ont utilisé ces stocks pour subvenir aux besoins de milliers et de milliers d'ouvriers. Côté ouvriers, certains travaillaient sur les pyramides à plein temps. D'autres étaient des agriculteurs venant en renfort hors des travaux des champs. Certains payaient leurs impôts par ce labeur pour le pharaon. De plus, des notes prouvent une planification quotidienne intense. Pendant la saison humide, les Égyptiens utilisaient des bateaux à fond plein pour faire flotter les pierres lourdes plus près du site au lieu de devoir tout traîner sur la terre ferme. Le fleuve se chargeait donc d'une grande partie du travail le plus lourd et le plus difficile.
Le défi était de faire monter ces pierres massives au sommet. Impossible de soulever un rocher de plusieurs tonnes au-dessus de sa tête et espérer que ça tienne. L'échec serait fatal. Les bâtisseurs ont dû utiliser des rampes. Mais si vous construisez une seule longue rampe droite depuis le sol jusqu'au sommet de la pyramide, cette rampe serait si énorme qu'elle ressemblerait à une autre pyramide. Genre, félicitations, vous avez construit la mauvaise pyramide en premier. C'est pourquoi les gens ont fini par proposer d'autres idées. Peut-être que la rampe s'enroulait autour de l'extérieur, montant en spirale comme dans un parking. Ou peut-être que la rampe était cachée à l'intérieur de la pyramide, ce qui semble cool et mystérieux, mais il n'y a pas encore de preuves vraiment solides pour cela. Ce qui a beaucoup aidé, c'est la découverte d'une ancienne carrière de pierre appelée Atnub, datant de la même période. Des archéologues ont trouvé un système de rampe super raide que tout le monde pensait être totalement impossible auparavant. Il y avait des trous pour des poteaux en bois sur les côtés, et les ouvriers utilisaient probablement des cordes et des traîneaux pour traîner d'énormes blocs de pierre vers le haut. Imaginez un groupe de personnes tirant un traîneau tout en enroulant des cordes autour de poteaux pour obtenir une force de levier supplémentaire. Comme des athlètes de l'Antiquité en pleine séance de jambes, jour après jour. Si les bâtisseurs utilisaient cela, les rampes n'avaient pas besoin d'être aussi massives. Elles pouvaient être plus courtes et bien plus raides. Quoi qu'il en soit, le mystère de la construction des pyramides est encore loin d'être résolu. Peut-être qu'un jour, quelqu'un finira par découvrir le fin mot de toute cette histoire. Les scientifiques font chaque jour des découvertes qui changent le monde, mais même eux peuvent être confrontés à des mystères insolvables. Voici 10 choses qui ont pu déconcerter les chercheurs. Imagine que tu entendes constamment un bourdonnement à basse fréquence et que personne ne puisse en définir la source. Environ 4% de la population mondiale affirme entendre le hum. C'est un son sans lien avec la région où il se produit. Et on veut dire par là que des gens du monde entier l'entendent, de sorte que l'on parle parfois du hum de Taos ou de celui d'Auckland en fonction de la région où il se fait entendre. Ce son se situe juste au seuil de l'ouïe humaine. Les gens disent l'entendre moins lorsqu'ils se trouvent en extérieur, alors qu'il devient plus fort à l'intérieur, et particulièrement la nuit. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que tu ne peux plus t'empêcher de l'entendre une fois que tu l'as perçu. Certains affirment que le phénomène aurait commencé à Londres à l'époque de Charles Dickens, l'auteur d'Oliver Twist, et que ce son de basse fréquence proviendrait en fait de la clameur populaire. Ou pas. Les premiers cas ont été enregistrés à Bristol, au Royaume-Uni, et remontent au milieu des années 1970. Les scientifiques ont diverses théories concernant l'origine du hum et sur la raison pour laquelle seules certaines personnes peuvent l'entendre. Pour autant, ils n'ont pas encore de réponse claire. Il pourrait se produire lorsque les vagues se déplacent le long du plancher océanique et font trembler la Terre lorsqu'elles entrent en collision avec les plateaux continentaux. Ou bien il pourrait se produire en raison des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Oh, et que dire des signaux radio à ultra basse fréquence utilisés pour communiquer avec les sous-marins ou même de la 5G. L'upsweep est un autre type de son non identifié. Il a été détecté en 1991 dans l'océan Pacifique et ce son est suffisamment aigu pour être enregistré à travers tout l'océan. Les scientifiques entretiennent l'hypothèse que ce son pourrait être lié à l'activité volcanique sous-marine. Il est intéressant de noter que son volume a diminué par rapport au niveau qu'il avait lors de sa première découverte, mais on peut toujours bel et bien le détecter. De plus, il observe un rythme saisonnier et atteint son volume le plus élevé au printemps et à l'automne. Est-ce lié au changement de saison ? Personne ne le sait vraiment. Le mystère suivant consiste en un monument de forme conique trouvé dans la mer de Galilée, en Israël. Cette structure sous-marine a été découverte accidentellement par balayage sonar en 2003, mais ses résultats n'ont été publiés qu'en 2013. Le monument pèserait près de 60 000 tonnes et a été submergé par la montée des eaux il y a bien longtemps. Les archéologues demeurent perplexes devant cette découverte, parce qu'ils ne parviennent pas à déterminer son origine, pas plus que sa fonction. Ainsi, cette structure immense et singulière demeure un mystère. Passons à Göbekli Tepe en Turquie. Ce lieu présente l'un des sites les plus importants du monde sur le plan archéologique. Pourquoi une telle importance ? Eh bien parce qu'il recèle d'imposantes pierres sculptées vieilles d'environ 11 000 ans. Pour mettre les choses en perspective, c'est environ 6 000 ans plus ancien que Stonehenge. D'anciennes peuplades ont érigé ces pierres avant même de commencer à maîtriser la métallurgie, l'agriculture ou la poterie. La seule existence de cet endroit va donc à l'encontre de la chronologie des civilisations telles que nous la connaissons, à savoir celle où les gens cultivent d'abord et construisent ensuite.
Apparemment, ce n'était pas le cas ici. Quoi qu'il en soit, une question se pose. Quelle était la fonction de ce site? A-t-il été conçu pour vénérer des forces surnaturelles? En effet, les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir du plus vieux temple au monde. Paléodiction Nodosum. Oui, je sais que ça ressemble à une formule magique. Il s'agit en fait d'un fossile vivant trouvé au fond de l'océan. Une créature fabrique bien ses terriers hexagonaux, c'est certain. Pourtant, les scientifiques ne parviennent toujours pas à en identifier l'artiste. Qu'entendons-nous par fossile vivant? Eh bien, Paléodiction Nodosum est une créature dont on pense qu'elle produit un type de terrier presque identique aux fossiles de Paléodiction. Est-ce une sorte de ver qui les a creusés? Les chercheurs l'ignorent. Une chose est sûre, il ne s'agit pas d'un phénomène aléatoire créé par des mouvements géologiques. En parlant de fossiles, jette donc un coup d'œil à ce géant. On le surnomme officieusement Godzillus. Il a été découvert en 2011 par un paléontologue amateur, un scientifique étudiant l'histoire de la vie terrestre en analysant notamment des traces fossiles. Mais revenons à Godzillus. Il mesure près de 2 mètres de long pour 3 mètres de hauteur. Ce fossile est vieux de 450 millions d'années et provient de l'époque où la région de Cincinnati était encore sous les eaux. Il pourrait s'agir d'un tapis d'algues fossilisé, mais certains scientifiques sont d'un avis différent. Voici un immense tunnel découvert en Amérique du Sud. Il serait vieux d'au moins 8 à 10 000 ans. Au début, les chercheurs ont commencé par découvrir quelques terriers colossaux. Ils étaient aussi vastes que soigneusement construits. Les géologues étaient stupéfaits, n'ayant encore jamais vu de telles structures auparavant. Aucun processus géologique connu ne permet d'expliquer leur formation. Les chercheurs connaissent d'ailleurs l'existence de ces terriers depuis les années 1930. Mais à l'époque, ils pensaient que ces tunnels avaient été creusés par des hommes préhistoriques, jusqu'à ce qu'ils découvrent d'énormes traces de griffes sur les murs et au plafond. Ils ont alors pensé que des espèces aujourd'hui disparues pourraient être à l'origine de ces marques. Et de nombreux géologues croient fermement être tombés sur des terriers de paresseux géants ou de tatous. Cette structure serait donc le plus grand terrier connu de l'ère paléolithique en Amazonie. Pourtant, les experts se posent de nombreuses questions. Comment se fait-il qu'une structure aussi soignée ait pu se former naturellement? Un chercheur a ensuite découvert une autre grotte étrange. Celle-ci se trouvait à des centaines de kilomètres de l'immense tunnel. Avance rapide. On compte maintenant plus de 1500 terriers de l'ère paléolithique découverts au Brésil. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que certaines de ces grottes sont connectées à des tunnels qui mènent parfois à des chambres. Enchaînons avec un phénomène naturel. Et si on te disait que chaque année, surtout en octobre, des boules de feu apparaissent sur le Mékong en Thaïlande? Selon la légende, les boules de feu des Nagas seraient un appel au retour de Bouddha sur Terre. Et ce sont les serpents du fleuve qui lanceraient ces appels. Il s'agit d'un mythe, mais qu'en dit la science? Est-ce lié à un gaz inflammable? Il n'y a pas encore de consensus à ce sujet. Ces boules de feu semblent s'élever des eaux et peuvent atteindre une hauteur de près de 300 mètres. Elles s'apparentent à des feux d'artifice, disparaissent très rapidement et scintillent généralement d'une couleur orange ou rougeâtre. Mentionnons aussi quelques légendes au passage. Pourquoi pas après tout? Elles peuvent être passionnantes. Et il serait dommage d'omettre celle qui concerne la cité perdue de l'Atlantide. Comme tu le sais sûrement, la légende voudrait que l'Atlantide ait été submergée par l'océan il y a environ 11 000 ans. Depuis, scientifiques, mais aussi chasseurs de trésors et autres philosophes sont à la recherche de ce monde perdu. La route de Bimini pourrait-elle en être la trace? En 1968, un plongeur a retrouvé d'étranges pierres au large des côtes de l'île de Bimini Nord, aux Bahamas. Ces pierres semblent avoir été fabriquées par l'homme. On dirait qu'elles ont été espacées de façon régulière et posées en rang ordonné. Les scientifiques ont été déconcertés, mais pas pour longtemps. La datation au carbone de ces blocs a révélé que des forces géologiques avaient créé cette route naturellement. Il n'y avait pas de marque d'outils ou de signes indiquant que les blocs avaient été empilés les uns sur les autres. Les recherches se poursuivent, mais les scientifiques pensent en général que ces blocs ont été créés par l'érosion. Je suppose que le scoop de l'Atlantide n'est pas pour demain. Imagine, tu te promènes sur la plage et tu vois des dizaines de pieuvres passer devant toi. En 2017, un groupe de personnes au Pays de Galles a précisément assisté à cela. Pourquoi ces créatures sont-elles sorties de l'océan? Personne ne connaît la réponse. Le groupe a rapporté avoir vu 20 à 30 pieuvres ramper sur le sable.
Ils ont bien cherché quelques signes de blessures chez elle, mais n'ont rien trouvé. Pour finir, ils ont déclaré avoir rejeté ces animaux à la mer. Il est intéressant de noter que les pieuvres ont continué à ramper sur le rivage jusque dans la nuit. Les experts disent qu'il est difficile d'être sûr de la raison qui a pu pousser ces mollusques sur la plage sans procéder à un examen physique. Ils spéculent encore sur la raison de ce phénomène rare et singulier. S'agirait-il d'une surpopulation de pieuvres ? Une autre étude souligne que plus les pêcheurs s'attaquent aux grands animaux qui se nourrissent de ces pieuvres, plus leur population augmente. C'est peut-être pour cela que ces dernières n'ont d'autre choix que d'aller plus loin pour trouver de la nourriture ou un abri. Mais sans recherches approfondies, il n'y a là que des théories. Il y a aussi beaucoup de choses que nous ignorons encore sur l'espace. Voici donc une info bonus sur la source jaunâtre de toute vie dans notre système solaire. Les scientifiques ont découvert un nouveau type d'onde à l'intérieur du Soleil. Ces ondes se déplacent dans une direction opposée à sa rotation. De plus, elles se déplacent très rapidement, si rapidement que cela dépasse l'entendement. Les chercheurs ont différentes théories concernant la fonction de ces ondes. S'ils découvrent leur rôle, cela pourrait leur permettre de mieux comprendre les processus qui se déroulent à l'intérieur de notre astre. Tu as enfilé ta jolie parka beige, tes instruments sont soigneusement emballés, et ton billet d'avion pour l'Arabie Saoudite est réservé. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Et non, tu n'as pas été choisi pour jouer dans le remake de Dune. Cela signifie simplement que tu es prêt à partir explorer les plus grandes contrées désertiques de notre monde, dans l'espoir de découvrir quelques secrets préhistoriques sur nos ancêtres. Soyons clairs. Si tu pensais que les déserts étaient des espaces vides, détrompe-toi. Ils ont beau être remplis de sable à perte de vue, ils n'en sont pas moins chargés d'histoire. Tu sais, parce qu'avant que les hommes ne se rassemblent dans des villages, nous étions des peuples nomades. Nous arpentions le monde à la recherche de nourriture, d'eau et d'abri. Il nous a donc bien fallu concocter une ou deux inventions intéressantes pour survivre. Comme cette chose trouvée dans le désert d'Arabie Saoudite. As-tu une idée de ce que cela pouvait être? Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont débattu de l'origine et de l'usage d'énormes structures pareilles à celle-ci. Il semble que nos ancêtres néolithiques étaient bien plus intelligents que nous ne le pensions. Ils ne passèrent pas leur temps autour du feu à tailler des armes dans la pierre. Non, ils exerçaient aussi leur talent d'architectes. Ces immenses structures de pierre sont appelées des desert kites, autrement dit, les cerfs-volants du désert. Parce que si tu les regardes de loin, elles ressemblent, à des cerfs-volants. Les archéologues s'accordent à dire que ceux-ci servaient à attirer les animaux. Ainsi, nos ancêtres pouvaient plus facilement s'assurer une abondance de gibier au fil de la semaine. Mais ce n'est pas tout. Regarde plutôt la paroi de cette caverne. Elle nous montre que nos ancêtres ont probablement esquissé sur la roche le plan de ce qu'ils prévoyèrent de construire au sol. Tout comme les architectes d'aujourd'hui. Les desert kites pouvaient s'étendre sur des kilomètres de long. C'est pourquoi il fallait bien en tracer un plan avant de les construire. Le plus surprenant, c'est que ces structures semblent encore plus vieilles que ne l'est Stonehenge. On parle de 7 à 9 000 ans. Au cours de la dernière décennie, les scientifiques ont pu identifier plus de 6000 desert kites disséminés du Moyen-Orient jusqu'au cœur de l'Asie. Si tu ne trouves pas cela énorme, essaye de construire quelque chose d'aussi grand, sans l'aide d'aucun drone. Il semble que ce soit un exploit assez difficile à réaliser. Et apparemment, le désert d'Arabie est rempli de choses encore plus étonnantes. Des scientifiques y ont découvert de mystérieuses structures, plus anciennes que les pyramides égyptiennes de Gizeh. Alors bien sûr, tu as hâte d'aller voir ce qu'il en est. Nous sommes tous d'accord pour admettre que charrier de lourdes pierres, dans le but de construire une pyramide, et ce, sans l'aide de la moindre technologie moderne, semble déroutant. Je veux dire, comment diable ont-ils fait? Imagine maintenant que tu reviennes plusieurs milliers d'années en arrière et que tu retrouves les hommes qui ont construit ces gigantesques structures dans les régions les plus désolées. Jette donc un coup d'œil à ces moustatils. Il s'agit de structures rectangulaires construites à partir de pierres empilées et éparpillées sur une superficie de 200 000 km². Certains archéologues pensent que ces monuments étaient utilisés à des fins rituelles. Des processions, peut-être, où les pèlerins se rendaient d'un bout à l'autre du plateau. Passons maintenant à une autre zone désertique. Nous pénétrons dans le célèbre désert du Sahara. N'est-ce pas magnifique? Ici, tu es sur le point de trouver la réponse à un mystère ancien que les chercheurs ont mis des années à résoudre. Fait notable, le désert du Sahara est le plus grand désert chaud du monde. Il s'étend sur 8 à 9 millions de kilomètres carrés, ce qui représente environ 15 fois la France. On précise que c'est le plus grand désert chaud,
parce que la plus grande zone désertique du monde n'est autre que l'Antarctique. Mais nous savons tous que les températures y sont glaciales, ce qui est un peu aux antipodes de l'image que l'on se fait d'un désert. Au fin fond du désert, près de la ville algérienne de Fogaret Ezzoua, quelque chose d'étrange a été découvert. Depuis des décennies, ces petits points ne cessèrent d'apparaître sur les images de Google Earth, mais personne ne pouvait expliquer de quoi ils retournaient. Certains scientifiques étaient persuadés que ces cercles étaient le résultat de l'activité pétrolière dans la région. D'autres pensèrent qu'il s'agissait d'anciennes fogaras, autrement dit d'anciens puits. On en compte des dizaines, s'étendant en ligne droite sur des kilomètres et des kilomètres. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elles sont toujours très éloignées de toute ville, de toute route ou de toute activité humaine en général. Quelle était, ou quelle est peut-être encore, leur raison d'être? Si tu devais deviner, qu'en dirais-tu? Tu te souviens que nous avons parlé du fait que nos ancêtres avaient dû faire preuve d'ingéniosité pour survivre en plein désert. Essayons de nous mettre à leur place pendant 1 minute. Imagine que tu sois un chasseur-cueilleur nomade vivant dans une région aride. Tu passes tes journées à te protéger tant bien que mal du soleil brûlant, en essayant de compter tous les grains de sable qui t'entourent. Mais tu as aussi besoin de manger et de boire de l'eau. Mais comment trouver de l'eau dans le désert? Bien sûr, tu peux peut-être espérer tomber sur une oasis toutes les semaines environ. Mais cela semble un pari risqué, n'est-ce pas? C'est pourquoi les habitants d'Afrique du Nord ont inventé ces fameuses fogaras. Les fogaras sont un système d'irrigation vieux d'environ 3000 ans. Les habitants de la région creusaient alors des puits dans les zones élevées, des fosses suffisamment profondes pour puiser dans les eaux souterraines. Ensuite, ils n'avaient plus qu'à creuser des puits en parallèle à des distances régulières. De cette façon, l'eau s'écoulait du puits principal vers tous les puits successifs et irriguait des zones entières. Les voyageurs pouvaient s'arrêter au puits pour se désaltérer. Ils pouvaient également y abreuver leur bétail et produire des cultures. Plutôt astucieux, non? Toutefois, même si ces trous ressemblent à des fogaras, quelques recherches démontreront que ce n'était pas le cas. En effet, de pareils puits étaient construits en ligne et non en cercle comme ceux que nous voyons à présent. Cela a donc éventuellement un rapport avec la deuxième option? Peut-être ces trous dans le désert sont-ils liés à l'activité pétrolière de la région? Examinons-les de plus près. Sur Google Earth, ils ne semblent pas bien grands, mais dans la réalité, ce sont d'énormes cratères. Le secret de leur nature se cache sous les sables. Si tu étais l'un des chercheurs à l'origine de cette découverte, tu aurais trouvé quelque chose d'unique enfoui sous le désert. D'anciens bâtons de dynamite et de vieilles boîtes de sardines. En rassemblant les pièces du puzzle, les archéologues se sont rendus compte que CS Conserve était d'un modèle des années 50 et 60. Il semble que des équipes entières de cette décennie y aient campé pendant qu'elles prospectèrent la zone en quête de pétrole. Et la dynamite? Elle était employée pour la prospection sismique, une technique ancienne, utilisée pour déterminer s'il y a du pétrole ou du gaz sous la surface de la Terre. Toujours en Afrique du Nord, existe un autre mystère du désert qui mérite que l'on se penche dessus. Près de la ville de Tiaret, au sud-ouest d'Alger, se trouvent 13 curieux monuments. Ces structures sont appelées Djedar. Et oui, difficile de s'empêcher d'y voir une référence à Star Wars. Elles ont une forme pyramidale et, d'après ce que les chercheurs en savent, elles servaient d'ultime demeure aux souverains de la région. Peux-tu deviner de quel peuple il s'agit? Ce sont vraisemblablement les Berbères. Et puisque nous parlons de choses anciennes, ces Djedar ont probablement été construits entre le 4e et le 7e siècle de notre ère. Lorsque les archéologues ont entrepris d'explorer l'intérieur de ces monuments, ils se sont rendus compte de leur immensité. Ils y ont découvert de grandes voûtes souterraines, des alcôves et des couloirs semblables à des labyrinthes, qui donnaient accès à plus de 20 chambres différentes. Il faudrait jusqu'à 2 heures pour s'y promener de long en large. Et apparemment, nos ancêtres ont également utilisé ces murs pour représenter des animaux et des scènes de chasse. Il n'y a cependant aucune preuve absolue de l'usage que l'on faisait de ces Djedar, hormis leur fonction funéraire. En attendant, je suis sûr que les déserts de notre monde regorgent de bien d'autres mystères qu'il nous appartient encore de découvrir. On se reverra donc une prochaine fois pour continuer nos explorations. Vous êtes égarés au plus profond des jungles de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Des sons mystérieux résonnent autour de vous, et pour couronner le tout, le crépuscule s'installe peu à peu. Bientôt, vous vous retrouverez seul en plein cœur d'une forêt tropicale inexplorée. Il faut bien admettre qu'entreprendre la quête d'Eldorado en solitaire n'était pas l'idée la plus brillante. Vous continuez d'avancer aussi rapidement que possible, lorsque soudain... Attendez, que distinguez-vous là-bas?
Ça ressemble à d'imposants escaliers de pierre. Tout cela n'a rien de naturel. Alors vous saisissez votre appareil pour le prendre en photo. Peut-être n'avez-vous pas déniché l'or, mais vous avez peut-être mis au jour une découverte inestimable. Félicitations, vous venez de découvrir Okomtun, une cité maya oubliée depuis des siècles. Dissimulée à une 60aine de kilomètres au cœur de la jungle, son nom se traduit littéralement par « colonne de pierre ». La pierre devait être prisée à l'époque, car ces bâtisseurs l'ont abondamment employée pour ériger leurs pyramides, leurs habitations et même leurs terrains de jeux de balles. Si vous pensiez que les Européens détenaient l'exclusivité du ballon rond, détrompez-vous. Les Mayas étaient de fervents amateurs de ces jeux, qu'ils pratiquaient pour le plaisir et la compétition. Okomtun s'inscrit dans une série d'autres cités mayas autrefois perdues, qui sont désormais redécouvertes grâce aux avancées technologiques actuelles. Nous aborderons les autres dans un moment. La caractéristique la plus étonnante de celle-ci est sans doute son emplacement au milieu de zones marécageuses, ce qui explique pourquoi elle fut construite sur un terrain surélevé. Cette ville, d'une envergure monumentale, s'étendait sur plus de 50 hectares, soit l'équivalent de 90 terrains de football juxtaposés. Les chercheurs ont mis au jour des indices révélant qu'Okomtun comptait des pyramides pouvant atteindre 15 mètres de hauteur et qu'elle fut probablement un centre social majeur entre 250 et 1000 après Jésus-Christ. Il s'agit assurément d'un bouleversement majeur. Toutefois, l'exploration des cités mayas disparues remonte déjà au XIXe siècle. Les technologies modernes, telles que l'imagerie LIDAR, permettent aujourd'hui aux archéologues de scruter les forêts denses sans être entravés par la végétation. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de s'aventurer dans la jungle tropicale au risque de se perdre, comme vous l'avez fait au début de cette vidéo. Le LIDAR fonctionne un peu comme une radiographie. Il projette des faisceaux laser qui détectent les traces de ruines ou de constructions anciennes. D'après Sarah Parcak, une archéologue spécialisée en télédétection spatiale, les images satellitaires ont joué un rôle crucial dans la découverte d'anciennes villes en Amérique du Sud, en Égypte et ailleurs. Elle consacre d'ailleurs la majeure partie de ses journées à analyser minutieusement ces images pour repérer d'éventuelles traces de cités anciennes. Selon elle, les ruines sont souvent enfouies sous la végétation, la terre ou le sable, rendant leur identification particulièrement complexe. Cependant, grâce à ces outils remarquables, les chercheurs ont également découvert d'anciennes chaussées mayas qui parcouraient les anciens territoires de cette civilisation. Admirez donc ces anciens passages. Nous sommes davantage habitués à voir de telles ruines dans des pays du vieux continent. Mais imaginez des routes de 40 mètres de large, blanchies à la chaux, pour guider les voyageurs dans l'obscurité. Les scientifiques ont récemment mis au jour un réseau de plus de 170 km de ces voies, qu'ils estiment antérieures aux premières routes mayas officiellement répertoriées jusqu'à présent. Ces routes, qui traversaient parfois des terrains marécageux et étaient même surélevées par endroits, sont aujourd'hui qualifiées de premières super-autoroutes du monde. Bien qu'aucun indice de traction animale n'ait été retrouvé, il est probable que les Mayas les aient utilisés pour se déplacer au sein d'un réseau, pouvant compter jusqu'à 964 peuplements. Construites sous la forme d'une vaste toile d'araignée, ces chaussées, d'après les informations recueillies par les archéologues, servaient à former un système étendu d'échanges économiques et sociaux entre les différentes cités. Cette découverte remet complètement en question l'idée selon laquelle la période préclassique maya, qui remonte à 2000 ans avant notre ère, se limitait à de petits villages tribaux. Imaginez l'ampleur des ressources humaines et l'expertise en ingénierie qu'il a fallu mobiliser pour ériger ces immenses voies blanches. Les archéologues pensent que la construction de ces voies suivait un processus similaire à celui utilisé pour les pyramides, un amalgame de boue et de pierres de carrière, complété par plusieurs couches de calcaire pour leur donner cette teinte éclatante. Assez impressionnant, n'est-ce pas ? Prenons cependant un peu de recul pour mieux comprendre le contexte. Les Mayas représentèrent l'une des plus vastes civilisations précolombiennes des Amériques. Jusqu'à présent, les spécialistes estimaient qu'à son apogée, la civilisation maya comprenait plus de 40 cités, regroupant des millions d'habitants. C'est une population considérable. Leur empire s'étendait de la péninsule mexicaine du Yucatan jusqu'au Guatemala et au Belize, avec une économie fondée principalement sur l'agriculture. Toutefois, la péninsule présentait un environnement particulièrement hostile pour la culture. Les Mayas ont donc dû concevoir des systèmes d'irrigation sophistiqués dans la plupart de leurs cités. Outre la construction de pyramides, de bâtiments cérémoniels et de places, ils ont aussi développé un système astronomique à nul autre pareil. Grâce aux anciennes technologies dont ils disposaient,
Ils étaient en mesure de prédire avec précision la position de planètes comme Vénus et Mars, ainsi que les dates exactes des éclipses. Si vous n'avez jamais vu d'exemple de cité maya ancienne, voici Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal est réputée pour avoir été la capitale d'un ancien État maya conquérant. À son apogée, cette ville était aussi influente que des métropoles comme Londres ou New York le sont aujourd'hui. Elle est composée d'un ensemble de monuments complexes, dont l'Acropole Nord, l'un des plus anciens de Tikal. Façonnée exclusivement par des mains humaines vers 350 avant notre ère, elle servait de sépulture aux rois et aux dignitaires. Les monuments, pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres de hauteur, étaient autrefois ornés d'une splendide peinture rouge, une couleur chère aux Mayas. Mais de nos jours, il ne reste que la pierre calcaire exposée. Chichén Itzá, quant à elle, abrite l'une des pyramides les mieux conservées au monde. Située dans l'état du Yucatan, cette ville maya remonte à plus de 1500 ans. À son apogée, elle comptait environ 35 000 habitants et s'étendait sur une superficie de 10 km². Le site est dominé par El Castillo, un majestueux temple pyramidal de 24 mètres de haut. Ce qui le distingue particulièrement, ce sont les 91 marches de chacune de ses 4 faces qui, en y ajoutant la plateforme supérieure, totalisent 365 marches, correspondant au nombre de jours de l'année solaire. Il est évident que c'était une civilisation de grande ampleur, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs pour cette raison que le mystère de son déclin reste si difficile à élucider. Les indices relatant l'effondrement de cet empire autrefois puissant sont rares. Quelle en aurait été la cause? Une sécheresse dévastatrice peut-être? Des recherches menées en 2017 ont apporté quelques éléments nouveaux susceptibles d'éclaircir ce mystère. À partir des données recueillies sur le site de Ceibal, au sud-ouest de Tikal, les chercheurs ont examiné les résultats des analyses de radiocarbone, ainsi que les découvertes issues des fouilles archéologiques et des céramiques, pour obtenir de nouvelles informations sur le déclin inattendu de cette grande civilisation. Les résultats indiquent que les Mayas n'ont probablement pas subi un effondrement soudain, mais plutôt une série de vagues d'instabilité sociale et de crises politiques. Ces bouleversements auraient entraîné la dégradation des centres urbains et amorcé la dispersion de la population maya. Il reste néanmoins difficile de déterminer avec précision les causes exactes de ce déclin. Cela dit, de récentes découvertes apportent un éclairage important sur l'histoire de l'humanité, touchant non seulement l'Empire Maya, mais aussi d'autres civilisations disparues d'Amérique du Sud. Une découverte majeure au Brésil, réalisée grâce à l'imagerie satellitaire, suscite également la stupeur des scientifiques. Des images prises à proximité du rio Xingu, dans la région amazonienne, suggèrent que des villes peuplées de millions de personnes auraient pu exister au cœur de la jungle, bien avant l'émergence de notre civilisation moderne. Si cela ne vous surprend pas, difficile de dire ce qui le ferait. Des images satellites ont également révélé un réseau de tranchées datant de 200 à 1200 après Jésus-Christ, au sein de la forêt bolivienne. Ces traces suggèrent la présence de communautés pouvant abriter environ 60 000 personnes au cœur de la jungle. Lorsque des chercheurs de l'Université de Floride se sont rendus sur le terrain pour vérifier les données satellitaires, ils ont eu la surprise de découvrir plusieurs monticules, accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont aussi mis au jour des vestiges de murs soigneusement élaborés, organisés autour de places et rappelant les constructions typiques des anciens Mayas. Et si je vous parlais de technologie des fibres de Néandertal? Non, vous n'avez pas rêvé. Le concept est bel et bien réel. En 2020, une équipe de scientifiques a publié un article qui a bouleversé la façon dont nous percevons nos plus proches ancêtres. Une découverte en France a changé l'univers de l'archéologie pour toujours. Et ce n'était pas la première fois qu'une telle chose se produisait. Mais commençons par le commencement. Les Néandertaliens. Pendant longtemps, ils ont été considérés comme des hommes des cavernes typiques et limités. Le personnage de Fred Flintstone ne représente plutôt bien l'image que l'on s'en faisait. D'où venait ce stéréotype? Quand avons-nous commencé à croire que les Néandertaliens n'étaient pas les plus brillants dans l'histoire de l'évolution? Eh bien, de William King, un géologue britannique du 19e siècle. C'est lui qui donna leur nom aux Néandertaliens. Sur la base des ossements trouvés par King, le scientifique déclara que l'espèce n'était pas intelligente, et cette image colla aux Néandertaliens pour les siècles à venir.
Mais un bout de ficelle d'une longueur de 6,2 mm changea complètement la donne. Une petite vallée fluviale, sèche, abri du Maras, fut le lieu de la grande découverte. Les archéologues y découvrirent un fragment de corde à côté d'un outil en pierre. Ces fibres torsadées auraient pu être utilisées pour tout, de la confection de vêtements aux filets de pêche. Pour la préhistoire, il s'agit d'une technologie de pointe, que les Néandertaliens semblaient maîtriser. Les scientifiques savaient déjà que ces premiers hommes fabriquaient du goudron à partir d'écorces de bouleau et qu'ils produisaient des perles à partir de coquillages. Il existe même des preuves de l'existence d'un art néandertalien. En d'autres termes, ils étaient loin d'être primitifs. Le morceau de corde et d'autres découvertes similaires modifient la façon dont nous percevons nos ancêtres. Le monde de l'archéologie est en constante évolution. Prenons l'exemple des pyramides d'Égypte. Il s'avère qu'elles n'ont pas vraiment été construites par une armée de personnes que le pharaon faisait travailler jusqu'à ce qu'elles s'évanouissent. Hérodote, le célèbre historien grec, est à l'origine de cette confusion. Il affirma en effet, en 500 avant notre ère, que mille hommes avaient participé à la construction de la grande pyramide de Gizeh, sans préciser qui étaient ces hommes ni pourquoi ils construisaient les pyramides. C'est ainsi que le mythe commença. D'énormes dalles de pierre tirées par des hommes, conduits par un contremaître armé d'un fouet. Les égyptologues ne sont pas de cet avis. Il s'agit des scientifiques qui étudient la culture de l'Égypte ancienne. Assez récemment, en 1988, ils découvrirent un village de travailleurs qui racontait une toute autre histoire. Certes, les ossements des travailleurs témoignaient d'un travail acharné, mais le secteur de la construction est très exigeant physiquement, même aujourd'hui. Il a fallu près de 6 ans et 12 000 hommes pour achever le plus haut bâtiment du monde, Burj Khalifa. De retour en Égypte, 3 fois plus d'ouvriers achevèrent la Grande Pyramide, en environ 2 décennies. Un exploit impressionnant d'ingénierie ancienne, n'est-ce pas? Les supérieurs traitaient si bien d'elles les Égyptiens, qui construisaient les pyramides. Leur régime était riche en protéines. Ils bénéficiaient de soins médicaux et étaient correctement rémunérés. En fait, ils vivaient mieux que la population non active. Et ils vivaient avec leur famille à proximité du chantier. Les archéologues savent tout cela parce qu'ils ont mis au jour des boulangeries et des dortoirs, avec des jarres à pain et d'autres types de nourriture. Signes semblant montrer que les pharaons étaient de bons employeurs, et que le marché du travail n'était pas si terrible que ça pour eux après tout. Ils conservaient également des registres papyrus détaillés de la construction en hiéroglyphes. Vous et moi serions bien incapables de lire ces lettres qui ressemblent à des dessins. Les égyptologues avaient le même problème. Cela faisait plus d'un millénaire que personne n'avait utilisé ce type de police. Et bien entendu, il n'existait pas de dictionnaire anglais ancien égyptien que l'on pouvait consulter pour trouver le sens des signes. Tout passe, tout cela changea en 1822. Quelques décennies auparavant, les Français avaient trouvé une plaque brisée de granit noir. La pierre contenait un texte en 3 écritures, grec ancien, hiéroglyphes égyptiens et démotiques. Cette dernière représentait également la langue égyptienne, mais dans une écriture simplifiée. Les scientifiques datèrent la plaque à l'an 196 avant notre ère. Le contenu était un texte religieux. Le philologue et orientaliste français Jean-François Champollion fut le premier à déchiffrer le code. Car heureusement, les gens n'avaient pas oublié les lettres du grec ancien. Le français parvint donc à faire correspondre les lettres grecques avec celles de l'écriture égyptienne. Et voilà. Les hiéroglyphes étaient enfin déchiffrables. Le nom du morceau de granit qui rendit tout cela possible est la pierre de Rosette. L'importance de sa découverte va au-delà de l'archéologie. Le terme « pierre de Rosette » est même entré dans le dictionnaire français. Il représente une découverte qui aide les gens à comprendre une énigme qui les a longtemps laissés perplexes. Il existe même des jeux suivant le même principe. Un symbole est associé à un message particulier. Il faut ensuite décoder le message en remplaçant le symbole par la lettre correspondante. C'est ce que les scientifiques firent avec la pierre de Rosette il y a plus de 2 siècles, mais à une échelle beaucoup plus grande. Savez-vous quelle est la plus ancienne langue déchiffrée en Europe? Elle porte un nom peu attrayant, le linéaire B. Ce syllabaire appartient à la langue grecque mycénienne. Le mycénien est antérieur de plusieurs siècles à l'alphabet grec ancien. On peut facilement deviner de quelle écriture elle est issue. Le linéaire A.
Les habitants de la Crète utilisaient le linéaire B il y a plus de 1000 ans, entre 1340 avant Jésus-Christ et 1190 avant Jésus-Christ. À la fin de l'âge de bronze, la civilisation grecque qui utilisait cette écriture disparut. Plus personne ne pouvait lire le linéaire B et, surtout, personne ne savait qu'il avait même existé. Les choses allaient changer au cours des premières années du XXe siècle. Un archéologue britannique du nom de Sir Arthur Evans fit la découverte d'un vaste complexe palatial à Knossos, en Crète, Grèce. Il s'agissait du centre de la culture minoenne, à l'origine de l'énigmatique écriture. Le palais comptait quelques 1300 pièces, ornées de peintures colorées représentant des dauphins, des griffons et des taureaux. Tout cela captiva l'imagination des archéologues, mais leur plus grande découverte passa d'abord inaperçue. Des milliers de plaques d'argile cuites. L'incendie qui avait détruit le palais avait en effet permis de préserver les tablettes. Lors de la découverte des plaques, il fut impossible de lire ce qui figurait, car il s'agissait d'une langue inconnue. La communauté scientifique dut attendre encore un demi-siècle avant de pouvoir déchiffrer les plaques. C'est Michael Ventris qui finit par déchiffrer le code. Il s'agit d'un architecte et cryptographe anglais. Ventris avait étudié le grec et le latin. C'est en assistant à la conférence du célèbre archéologue Arthur Evans que le jeune homme décida de résoudre une fois pour toutes l'énigme du linéaire B. Il y parvint en 1952. L'un des faits les plus étonnants dans les découvertes de Ventris est que l'écriture s'avéra être une forme archaïque de grec. Mais la cryptologie n'a toujours pas résolu le code du linéaire A. Un système qui restera un mystère jusqu'à l'arrivée d'un jeune motivé comme Michael Ventris. Ils n'auraient pas besoin d'être des archéologues professionnels. Basil Brown ne l'était pas, et pourtant, en 1939, il découvrit la tombe du Haut Moyen-Âge la plus riche d'Europe, à Sutton Hoo, dans le sud-est de l'Angleterre. Il ne s'agissait pas d'une tombe ordinaire en pierre, mais d'un navire grandeur nature, 3 fois la longueur d'un bus londonien à impérial de 27 mètres. Et ce n'est pas tout. En dehors de sa fonction première, le navire renfermait un tas de richesses. Des bols suspendus de luxe, des récipients de fête, des accessoires vestimentaires en or et des textiles de luxe ne sont que quelques-uns des trésors découverts. Les archéologues furent également étonnés par l'argenterie provenant de la lointaine Byzance, que vous connaissez probablement sous le nom d'Istanbul, en Turquie. Même à notre époque, elle se trouve à plusieurs jours de route de Sutton Hoo, alors imaginez le temps et l'argent qu'il fallait pour importer un plat d'argent au 7e siècle. Selon les archéologues, c'est à ce moment-là que le bateau coula. Cela ne peut pas être la fête des Anglais. À cette époque, l'Angleterre n'existait pas. Les habitants des îles britanniques de l'époque étaient les anglo-saxons. Peut-être le navire des monticules herbeux du Suffolk a-t-il appartenu à l'un de leurs rois? Nous ne le saurons jamais. Le sol acide local a éliminé toute preuve possible. Ou peut-être qu'il n'y a jamais eu de pierre tombale. Il pourrait s'agir d'un cénotaphe, c'est-à-dire d'un monument funéraire construit à la mémoire d'une personne importante. Les archéologues n'ont toujours pas de réponse définitive. Néanmoins, ceux qui le trouvèrent à Sutton Hoo éclairent sur l'âge sombre, que les Anglais appellent Dark Ages. Avant la découverte du bateau, on ne savait pas grand-chose de ce qui s'était passé en Grande-Bretagne après le départ des Romains. Désormais, l'image de la société anglo-saxonne à l'époque est beaucoup plus claire. Et qui sait, peut-être le sol anglais sera-t-il le théâtre de la prochaine grande avancée en archéologie. L'un des endroits les plus inexplorés et les plus mystérieux de la Terre se trouve à la vue de tous. C'est l'un des monuments les plus majestueux de l'humanité. La merveille du monde antique cache un secret que les scientifiques et les archéologues ne peuvent toujours pas résoudre. Il s'agit du grand sphinx de Gizeh en Égypte. L'énorme sculpture d'un lion à tête humaine a été taillée dans la roche il y a environ 4500 ans. Les scientifiques ne connaissent toujours pas la date exacte de sa création et ignorent également qui l'a construit et dans quel but. Il existe de nombreuses hypothèses et théories, mais aucune d'entre elles n'a été confirmée. La plupart des gens ont vu cette majestueuse sculpture, que ce soit en photo ou en réalité, mais presque personne ne sait ce qui se cache en dessous. La statue du Sphinx a été sculptée dans un seul morceau de calcaire. Elle a été peinte, les restes de pigments de couleur à la surface le prouvent. Dans un passé lointain, le Sphinx était beaucoup plus lumineux et coloré que ce que nous voyons aujourd'hui. Mais même après des milliers d'années, sa grandeur n'a pas diminué.
Et d'ailleurs, Sphinx n'est pas son vrai nom. Il a été inventé par les Grecs une centaine d'années ou plus après sa création. À l'origine, les Égyptiens appelaient la statue Horemhakhet. De nombreuses légendes et théories affirment que le Sphinx est là pour une raison précise. Il est comme un chien de garde qui surveille la tombe du pharaon et les secrets de l'Égypte ancienne. Ces légendes sont devenues plus plausibles lorsque les archéologues ont découvert des entrées cachées au pied du Sphinx. Ils pensent que ces passages secrets sont le début des tunnels menant aux salles contenant des trésors. Il existe de nombreuses histoires sur Internet selon lesquelles le Sphinx cacherait le Hall des records, un dépôt rempli de connaissances anciennes et secrètes. L'un des principaux artefacts de ce dépôt est censé être les archives de l'ancien état mythique de l'Atlantide. Selon les légendes, la bibliothèque entière de cette cité a été déplacée sous le Sphinx. L'entrée de cette bibli doit être située à côté de la patte droite du Sphinx. De nombreux archéologues ont tenté de trouver cette entrée, mais sont repartis bredouille. Il existe également de nombreuses images avec des diagrammes détaillés de la ville souterraine, constituée d'un réseau de tunnels et de chambres sous le Sphinx. Quelqu'un dit que des structures aussi hautes que des immeubles de 12 étages se cachent sous terre. Mais il n'y a aucune preuve de cela. Les archéologues, même après des millénaires, continuent d'explorer la mystérieuse culture. En même temps, de nombreux Égyptiens ne veulent pas en savoir plus sur le Sphinx. Ils sont terrifiés à l'idée de réveiller quelque chose de surnaturel. En 1998, des scientifiques ont découvert des tunnels menant à des grottes vides sous le Sphinx. Ils y ont trouvé des preuves de fouilles antérieures. Il est tout à fait possible que quelqu'un ait réussi à trouver les trésors et à les emporter. Certaines personnes pensent que les Égyptiens ont trouvé une sorte d'artefact sous le Sphinx qui a le pouvoir de technologies avancées inconnues. L'artefact est si puissant qu'il peut changer le cours de l'histoire. Bien sûr, la plupart des théories ne sont que des contes de fées de fans de conspiration. Mais c'est un fait confirmé que le Sphinx cache un système de grottes et de pièces. Il y a tellement de rumeurs autour du Sphinx qu'il est impossible de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. En tout cas, il est difficile et dangereux d'étudier la sculpture, car des fouilles actives peuvent la détruire. Ensuite, l'entrée des salles souterraines peut être bloquée par des rochers et perdue à jamais. Aussi, une exploration plus poussée nécessite beaucoup d'argent, et les financements ne sont pas toujours faciles à trouver. Mais la raison principale, c'est trop risqué. Il n'y a aucune garantie que les gens pourront sortir des labyrinthes souterrains. C'est pour ces raisons que les scientifiques et les archéologues explorent depuis si longtemps cette structure majestueuse. Le mont Rushmore, dans le Dakota du Sud, est un autre monument architectural célèbre qui recèle un secret. Tout le monde admire les images des visages des présidents américains gravés dans la roche, mais peu de gens savent qu'une pièce secrète se cache derrière la tête d'Abraham Lincoln. L'architecte du mont Rushmore voulait graver sur la roche des dalles retraçant les principales étapes de l'histoire du pays. Mais son projet était trop compliqué à réaliser. On lui a alors proposé de le mettre en œuvre à une échelle beaucoup plus petite, construire une pièce secrète à l'intérieur de la montagne. L'idée était de sauvegarder ses connaissances afin que les générations futures se souviennent toujours de l'histoire de leur pays. Malheureusement, l'architecte n'a pas eu le temps de terminer son travail. La construction a été interrompue pendant plusieurs décennies, mais à la fin des années 90, le projet a été repris. Des plaques de porcelaine émaillée illustrant l'histoire des États-Unis ont été placées dans la pièce. Il est possible que ces plaques soient stockées là pour toujours. Mais les gens ne peuvent pas les voir, du moins pas pour l'instant. La pièce est inaccessible aux touristes car il est trop difficile d'y pénétrer. Une autre pièce secrète se trouve dans l'Empire State Building. Il ne s'agit même pas d'une pièce, mais d'un endroit où l'on peut prendre de superbes photos. Presque tous les touristes se rassemblent sur le pont d'observation du 86e étage pour profiter d'une vue imprenable sur Manhattan. Mais il y a un autre pont avec des fenêtres panoramiques au 102e étage. Il y a beaucoup moins de monde là-bas car presque personne ne connaît cet endroit. Heureusement, l'accès à ce pont est ouvert à tous. Tu n'auras probablement pas à faire la queue pendant longtemps pour prendre une photo.
Tu te sentiras spécial parce que tu te trouves dans un endroit super secret où il n'y a presque personne. Mais l'endroit le plus cool est encore plus haut, au 103e étage. Il s'agit d'une grande terrasse d'observation où les célébrités se font photographier. Ce n'est pas un lieu public, mais si tu connais les bonnes personnes, tu peux y accéder. Il n'y a presque aucune mesure de sécurité sur le site, seulement un rebord assez bas entre toi et un abîme. C'est pourquoi il est interdit aux foules de venir ici. Il n'est pas si facile d'y accéder et tu as peu de chances de réussir sans guide. D'abord, tu dois choisir le bon ascenseur qui t'y conduira. Ensuite, tu traverseras plusieurs salles d'ingénierie remplies de tuyaux, de panneaux électriques et d'autres éléments techniques. La dernière partie de ton chemin est une série d'escaliers à l'intérieur d'un minuscule couloir. Et voilà, tu es au sommet de New York. Maintenant, nous sommes à Paris. Tu vois la Tour Eiffel ? À l'intérieur, il y a des restaurants et des ponts d'observation. Mais si tu cherches bien, tu peux trouver un appartement secret. Maintenant, c'est un musée, mais il a été construit pour que des gens puissent y vivre. L'architecte de la tour, Gustave Eiffel, a créé cet appartement en 1889 pour lui-même. Il se trouve presque tout en haut de la Tour Eiffel. Imagine la vue canon qu'il voyait chaque jour. Il était le premier et le seul locataire. Personne d'autre ne pouvait avoir accès à cet endroit. Lorsque l'architecte est décédé, l'appartement est resté vide pendant un long moment. Ce n'est que récemment qu'il a été restauré et transformé en musée. À l'intérieur, l'époque du siècle dernier est recréée. Ils ont même placé des figures de cire de Gustave Eiffel, de sa fille et de l'inventeur américain Thomas Edison dans la pièce. Cet endroit est rempli d'un flot incessant de passagers, d'employés de bureaux en retard, de visiteurs d'autres villes. Bruit, sifflet de train. À la gare Grand Central de New York, parmi tous ces bruits, tu peux entendre le son d'une balle frappant une raquette, si tu es au bon endroit. Un véritable court de tennis est planqué dans la gare centrale de New York. Il appartient à un club de tennis qui organise des matchs d'entreprise pour les employés de nombreuses sociétés. Le club a été ouvert dans les années 60. Maintenant, nous allons à Londres, à Charing Cross Road. Ce n'est pas facile de trouver un endroit secret ici. Pour y parvenir, tu dois regarder tes pieds bien attentivement. Tu vois ces grilles d'égout dans l'asphalte ? À l'intérieur d'elles, tu peux remarquer 2 panneaux avec le nom de Little Compton Street. Oui, il y a une autre rue juste en dessous de toi. Elle a disparu de toutes les cartes à la fin du 19e siècle. Charing Cross Road a été construite par-dessus. Les panneaux d'identification que tu vois font partie d'anciens tunnels d'ingénierie. Il y a un autre endroit intéressant à Londres. Il est situé dans le coin sud-est de Trafalgar Square. À première vue, il ressemble à un gros lampadaire, mais il y a trop de touristes qui se promènent. On s'approche et on se rend compte qu'une personne peut facilement tenir à l'intérieur du lampadaire. Le lampadaire n'appartient pas à un électricien, mais à un officier de police. Oui, c'est le plus petit poste de police du monde. Il a été construit dans les années 1930 et est utilisé comme poste de surveillance. Les officiers devaient s'y asseoir un par un et surveiller Trafalgar Square, qui attirait toujours de nombreux pickpockets et toutes sortes d'autres criminels. Lorsqu'on entend le mot « momie », ça donne parfois froid dans le dos. En effet, la plupart d'entre nous associent ce mot à ces personnages effrayants que nous avons vus dans des films d'horreur. En réalité, les momies nous ont permis de comprendre beaucoup de choses sur les civilisations anciennes, sur ceux qui les gouvernaient, et sur la façon dont les gens vivaient à la perte de leurs proches. Les Égyptiens de l'Antiquité, qui croyaient qu'une certaine forme d'existence après la mort était possible si certaines conditions étaient respectées, sont le peuple le plus connu au monde pour ses momies. Ceux-ci préservaient effectivement les corps humains par le biais du processus de momification et plaçaient les momies dans des tombeaux équipés, un peu comme s'il s'agissait d'appartements. Pourquoi ce peuple y croyait-il ? Eh bien, parce que la plupart étaient profondément liés à leur environnement naturel. Les Égyptiens étaient pleinement conscients des cycles naturels autour d'eux, comme le lever du soleil chaque jour ou de la lune la nuit, mais aussi de la façon dont la vie renaissait des plantes dans un cycle perpétuel, même à voir faner.
Ils croyaient également que le puissant esprit Osiris, qui représentait le cycle de la disparition et de la résurrection, jouait un rôle dans ce processus. Pour se préparer à l'au-delà, les Égyptiens de l'Antiquité suivaient certains rituels, comme la momification, qui consistait à utiliser des éléments aussi variés que le miel, les résines ou encore l'encens pour préserver les corps. Aucune momie n'est plus célèbre que celle du roi Tut, Toutankhamon. Ce jeune pharaon régna sur l'Égypte il y a plus de 3000 ans. Un problème majeur lors de la découverte des tombes royales est que la plupart ont déjà été pillées au moment où on les retrouve. Le peuple savait que les souverains laissaient de nombreux objets de valeur à leur côté après leur mort, ce qui rendait ces lieux de sépulture vulnérables face aux voleurs. Étonnamment, lorsque la tombe du roi Tut fut ouverte en 1922, les gens se réjouirent, car elle n'avait pas été volée à l'instar de beaucoup d'autres tombes royales. C'est dire à quel point elle était bien cachée. À l'intérieur, sa momie était enfermée dans 3 cercueils au total, dont un en or. Les objets trouvés dans sa tombe furent très révélateurs de ce qu'était l'Égypte antique. L'étude de sa momie nous a également permis d'en savoir plus sur la culture et les pratiques en vigueur à l'époque où il est décédé. Enfin, les recherches liées à son ADN nous ont conduit à obtenir des informations sur sa famille. En outre, les scientifiques purent découvrir qu'il avait, par exemple, souffert de la maladie appelée le paludisme et d'un problème au pied susceptible de l'avoir gêné lorsqu'il marchait. Ramsès II est un autre pharaon égyptien qui a régné pendant 68 ans, ce qui n'était pas rien à l'époque. Il est connu pour ses campagnes militaires d'expansion et ses réalisations architecturales. De nombreuses preuves datant de son règne existent encore aujourd'hui, notamment une grande statue à son effigie. Ramsès II mesurait environ 1,80 m et a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Après avoir examiné sa momie, les scientifiques conclurent qu'il souffrait peut-être d'une maladie affectant sa colonne vertébrale. Vous vous souvenez des voleurs que j'ai évoqués plus haut? C'est probablement à cause de ces derniers que Ramsès II termina dans le cercueil ordinaire d'une collection secrète de momies royales à Deir el-Bahari, qui a été redécouverte en 1881. Heureusement, les archéologues purent l'identifier, car ses voyages avaient été consignés sur ce qui l'enveloppait. Le processus de momification était très fastidieux. En effet, dans l'Égypte antique, la momification pouvait durer jusqu'à 70 jours. Une personne dédiée prononçait un discours très spécifique, tout en manipulant délicatement le corps et en le séchant à l'aide d'une sorte de sel appelé natron. On utilisait également du lin et de la résine pour que le corps paraisse plus vivant et pour l'envelopper dans un tissu. La tombe était tout aussi importante que la momification pour les Égyptiens de l'Antiquité. Les parois de la tombe du roi Tut, par exemple, étaient ornées d'œuvres d'art complexes représentant son voyage dans l'au-delà, depuis sa procession funéraire jusqu'à son passage aux enfers. Les Égyptiens antiques pensaient que tout le monde faisait ce voyage après sa mort et remplissaient donc les tombes d'objets et de peintures pour aider les défunts au cours de leur voyage spirituel. En outre, les murs de la tombe étaient décorés de formules tirées d'un livre spécial qui contenait une série de poèmes dont les Égyptiens pensaient qu'ils aideraient les gens à atteindre l'au-delà. Fait soulignant l'importance de ce voyage, les gens plaçaient même de la nourriture dans ces tombes antiques. Dans la tombe du roi Tut, les archéologues découvrirent 36 jarres de boissons antiques et 8 paniers de fruits, déposés là pour l'aider dans son voyage vers l'au-delà. Les Égyptiens pensaient que le voyage vers l'au-delà prenait beaucoup de temps et laissaient donc des provisions conséquentes pour soutenir leurs proches. Les pharaons possédaient généralement de nombreux vêtements luxueux et de beaux bijoux dans leurs tombes afin de s'assurer que leur tenue serait à la hauteur de leur statut lors de leur voyage. On a retrouvé des vêtements en lin tels que des tuniques, des écharpes, des gants et des coiffes. De nombreux bijoux en or ornés de pierres précieuses, des bracelets aux boucles d'oreilles, en passant par des colliers et des bagues, mais aussi des représentations d'insectes censés les protéger. Certaines tombes contenaient même des éventails en ivoire et en plumes d'autruche pour les garder au frais dans l'au-delà. Aussi fou que ça puisse paraître, certains souverains de l'Antiquité furent placés dans leurs appartements éternels avec des bateaux. Par exemple, le pharaon Khufu fit construire la grande pyramide de Gizeh pour en faire son tombeau, et un grand bateau fut retrouvé à l'intérieur. Le roi Tut, quant à lui, fut enterré avec plusieurs pages de bateaux, mais pas de bateau à proprement parler. À la place, il avait 3 chars et de nombreux bâtons de marche en matériaux précieux.
ce qui indique peut-être qu'ils souhaitaient se rendre dans l'au-delà, par la terre et non par l'eau. Parmi les objets les plus intéressants trouvés près des momies antiques, on trouve des flacons d'huile et de parfums. Si les souverains étaient censés toujours être à la dernière mode, pourquoi ne pas sentir bon par la même occasion, n'est-ce pas? Certains d'entre eux possédaient également des jeux de société, la plupart fabriqués dans des matériaux précieux, comme l'or ou l'ivoire. L'un de ces jeux, le Senet, était très populaire en Égypte antique et ressemblait beaucoup aux échecs modernes. Les Égyptiens de l'Antiquité ont peut-être les momies les plus célèbres, mais ce ne sont pas ceux qui inventèrent la momification. En réalité, tout commença en Amérique du Sud, avec un peuple ancien appelé Chinchorro. D'après ce que nous savons aujourd'hui, ce peuple fut le premier à momifier ses proches défunts et suivirent cette tradition pendant environ 2000 ans avant que les Égyptiens ne commencent leur propre rituel. Certes, l'étude de ces momies permet d'en apprendre beaucoup sur les souverains de l'Antiquité, mais jusqu'à récemment, nous n'avions encore aucune idée de ce à quoi les défunts ressemblaient vraiment de leur vivant. Cependant, il n'y a pas si longtemps que cela, des peintures de momies très particulières furent découvertes par des archéologues qui étudiaient des objets égyptiens antiques. Ces portraits de momies sont des peintures très détaillées d'individus réalisés de leur vivant. Ils étaient souvent peints sur du bois, contrairement aux portraits sur toile classiques que nous connaissons tous. Ces portraits sont appréciés pour leur réalisme et leur beauté, et ont même été utilisés par des chercheurs pour diagnostiquer des maladies en les comparant aux momies correspondantes. Certains de ces portraits comportent également des représentations de bijoux qui ont été retrouvés plus tard sur les momies. La découverte récente de ces portraits de momies en Égypte centrale revêt une grande importance, car c'est la première fois depuis plus d'un siècle que de telles peintures sont retrouvées. Les momies sont apparues partout dans le monde de manière naturelle. En effet, la momification peut se produire sans que l'homme n'intervienne, en raison de conditions naturelles. Par exemple, des environnements extrêmement froids ou chauds, des endroits où l'oxygène manque, ou une exposition accidentelle à des produits chimiques qui préservent le corps. Les conditions que je viens de citer ne permettent pas aux bactéries de se développer, ce qui fait que le corps reste plus ou moins intact. Le célèbre Otzi est l'une de ces momies. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait d'un homme ayant vécu il y a environ 5000 ans en Europe, mais lors de sa découverte dans les Alpes en 1991, les autorités autrichiennes crurent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne en raison de la bonne conservation du corps. Cependant, après avoir retiré l'homme des glaces du glacier, il fut établi qu'il datait en fait de l'âge du cuivre. Les grandes pyramides. Elles figurent parmi les 7 merveilles du monde antique et sont les seules à exister encore aujourd'hui. Saviez-vous que les pyramides de Gizeh n'étaient pourtant pas uniques en leur genre et qu'elles ne furent même pas les premières? Il y eut d'abord les moyennes pyramides, mais elles n'ont pas si bien marché. Bon. J'arrête de dire des sottises. Pour en revenir à notre histoire, dans l'Égypte ancienne, on croyait que les rois étaient choisis par les dieux pour servir sur terre en tant que médiateurs. Dans l'au-delà, ils étaient censés devenir eux-mêmes des dieux. Le complexe pyramidal fut donc construit pour que le roi dispose de tout ce dont il pourrait avoir besoin dans l'au-delà. Il y avait la pyramide, un palais et des temples. Le tombeau du roi, dans la pyramide, était rempli de tout le nécessaire, des meubles, de la nourriture, et des objets d'or. En fait, la première pyramide a été construite 80 ans avant la première pyramide de Gizeh. Au total, il y en avait une centaine. Certaines ne furent pas achevées, car la construction prenait du temps, et tous les pharaons ne vivaient pas assez longtemps pour voir la fin des travaux. Parlons maintenant de la construction elle-même. La plus grande des pyramides de Gizeh est aussi haute qu'un immeuble de 40 étages. Comment diable ont-ils réussi à construire une structure aussi massive il y a 5000 ans, bien avant l'apparition des machines et autres équipements? Nous allons voir ça. Le pharaon Khéops est monté sur le trône vers 2575 avant notre ère, et son architecte a commencé la construction de la plus ancienne et de la plus grande des pyramides de Gizeh. Il a calculé qu'il faudrait utiliser plus de 2 millions de blocs de calcaire pour construire la pyramide, chacun pesant environ 2,5 tonnes, soit à peu près le poids d'un rhinocéros. L'architecte voulait terminer la construction en 20 ans. Pour y parvenir, une pierre devait être transportée et placée toutes les 4 minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, sauf les années bissextiles. Il est donc évident qu'il fallut beaucoup d'ouvriers pour réaliser ce projet.
Beaucoup pensent que ce sont des esclaves qui ont travaillé sur le chantier de la pyramide, mais ce n'est pas vrai. Des ouvriers sont venus de toute l'Égypte pour contribuer au chantier, soit environ 25 000 personnes. Les Égyptiens effectuaient toutes sortes de travaux, du travail manuel à la fabrication d'outils en passant par le travail administratif. Ils travaillaient tous environ 10 heures par jour, étaient logés et bien nourris, et menaient globalement une vie plus confortable que celle qu'un Égyptien moyen pouvait s'offrir à l'époque. On suppose qu'ils vivaient dans une ville provisoire située non loin et qu'ils formaient une communauté organisée dirigée par un chef puissant. Les pyramides semblent avoir été conçues pour s'aligner sur les points cardinaux et leur côté symbolise les rayons du soleil. Mais à l'époque, il n'y avait pas de boussole. Les anciens Égyptiens calculaient eux-mêmes les directions, et ce avec une précision étonnante. Pour aligner les pyramides, ils utilisèrent 2 constellations. Le chantier était situé sur la rive ouest du Nil. Cela avait également une signification symbolique. Le soleil se couche à l'ouest, et la vie devait nécessairement en faire autant. La 2e pyramide de Gizeh fut construite pour le fils de Khéops, le pharaon Khéphren. Elle est un peu plus petite, mais c'est elle qui abrite la célèbre statue du Sphinx sans nez. Bien sûr, à l'origine, il avait un nez. Je vous raconterai bien ce qui lui est arrivé, mais c'est encore un mystère, personne ne le sait vraiment. Les sphinx ont un corps de lion et une tête d'homme. On les considérait comme les gardiens de lieux importants. Ce célèbre sphinx porte la tête du pharaon Khéphren et garde sa pyramide, face au soleil levant. Le sphinx est l'une des plus grandes et des plus anciennes statues du monde. À l'origine, il n'avait pas seulement un nez, il était aussi coloré. Les scientifiques ont découvert des traces de couleur rouge sur son visage. Il est donc fort probable que le sphinx ait été peint de cette couleur. Il y a également des traces de jaune et de bleu sur son corps. Une statue plutôt sympa. Jusqu'en 1800 environ, le sphinx était enterré jusqu'aux épaules, mais un aventurier accompagné d'une équipe de 160 hommes le déterra. Mais revenons à notre chantier. Les ouvriers avaient bien sûr besoin de blocs de pierre. Il y avait 2 endroits principaux où l'on pouvait s'en procurer. L'un d'eux se trouvait à proximité du site. Mais cette pierre jaune, tapissée de fossiles, ne convenait que pour l'intérieur de la pyramide. Les blocs de calcaire destinés à l'extérieur furent transportés sur 13 km grâce à des traîneaux de 2,5 mètres de long. Apparemment, il n'était pas trop difficile de les tirer. On mêlait de l'eau à la bonne quantité de sable, et ça glissait bien. 10 personnes suffisaient pour tirer un traîneau transportant une grosse pierre. Étonnamment, couper des blocs de calcaire n'était pas le plus difficile. Dans le sol, le calcaire est mou et peut être fendu assez facilement. Mais après avoir été exposé à l'air, il durcit. Le plus difficile fut donc de façonner tous ces blocs. Cette étape était cruciale, car la moindre imprécision pouvait entraîner l'effondrement de toute la pyramide. Bien, ces pierres calcaires étaient extraites, transportées sur un traîneau, façonnées. Et ensuite quoi ? Comment les disposer ? C'est encore un mystère. Les archéologues ont découvert les vestiges d'un système de rampes datant de l'époque de la construction des pyramides. Les historiens s'accordent donc à dire que les Égyptiens ont très probablement conçu un système unique pour déplacer et tirer ces énormes blocs. L'opinion la plus répandue est qu'il y avait plusieurs rampes autour de la pyramide. Il y avait probablement une rampe centrale avec 2 escaliers de chaque côté, construits directement sur les pierres de la pyramide. La rampe grandissait au fur et à mesure que la pyramide s'élevait. On pense que certains ouvriers gravissaient les escaliers en tirant des pierres sur des traîneaux de bois. Mais ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. D'autres affirment que les rampes se trouvaient autour de la pyramide. D'autres encore qu'elles se trouvaient à l'intérieur. Peut-être que nous ne le saurons jamais, et que le mystère restera entier pour toujours. Le calcaire extérieur de la pyramide était poli avec du sable et de la pierre pour qu'il brille. Au sommet, il y avait un pyramidion en or et en argent, qui scintillait sur l'Égypte comme un 2e soleil. Voilà comment on occupait son temps il y a 5000 ans. Parlons maintenant de l'intérieur. Curieusement, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur de la pyramide. En très grande partie, il s'agit de pierres massives, avec très peu d'espace ouvert. Mais jetons un coup d'œil rapide. Depuis l'entrée, il y a 2 escaliers, l'un qui descend, l'autre qui monte. Ils nous mènent aux chambres. Il y en a 3 à l'intérieur. Pourquoi ? Apparemment,
Une chambre funéraire devait être toujours prête au cas où le pharaon aurait rendu l'âme avant la fin des travaux. À mesure que les travaux avançaient, d'autres chambres étaient reconstruites. La dernière était la principale, c'était la chambre du roi, celle où repose Khéops. C'est la plus grande pièce, au cœur de la pyramide, et un grand passage y mène. On l'utilisait probablement pour monter le granit, servant à décorer l'intérieur. On utilisa également du granit pour fabriquer 5 étages de poutres destinés à soutenir la structure. Et apparemment, ça a bien tenu étant donné que la pyramide est restée debout pendant des siècles. Malheureusement, aucune de ces chambres ne comporte de hiéroglyphes. Si vous voulez en voir, vous devez aller voir les tombes décorées situées près des pyramides. Ces œuvres sont des représentations de la culture et de la vie quotidienne de l'Égypte ancienne. Leurs textes permettent aux chercheurs d'étudier la langue et la grammaire. Les trésors qui se trouvaient autrefois dans les pyramides ont été emportés par des pilleurs. Il existe aussi de nombreux tunnels et passages secrets à l'intérieur des pyramides. Mais aujourd'hui encore, personne n'en connaît le plan complet. Cela fait des années que les scientifiques envoient des robots munis de caméras à l'intérieur. Mais il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons. Aujourd'hui, ils se servent de rayons X pour scanner les pyramides de l'extérieur, sans entrer. Alors oui, les anciens Égyptiens ont bien créé un mystère que personne n'a réussi à percer en 5000 ans.